Merci beaucoup. Aimable assistance, avec une grande joie que je me permets aujourd'hui d'être parmi vous pour voir un sujet qui a une relation directe avec le travail. C'est-à-dire, puisque je suis médecin de travail, on va parler des effets de travail sur notre santé. Il faut savoir que avec le travail moderne actuel, on parle plus de performance, de productivité et d'engagement au travail, mais on parle peu de leurs conséquences sur notre santé. Et pourtant, les chiffres le montrent. Actuellement, avec le travail moderne, on peut mourir simplement en travaillant trop. C'est une affirmation qui vous paraît un peu excessive, mais elle est bien réelle. Donc, des millions de décès cardiovasculaires, ils ont une relation étroite avec le travail. Et parmi ces décès, donc un pourcentage élevé ne survient pas sur les lits des hôpitaux, mais sur le lieu de travail au bureau. Et c'est ça le karoshi. Le karoshi, c'est la mort par surmenage au travail. Et pour mieux comprendre cette thématique, on va la définir. C'est quoi le karoshi? Le karoshi, c'est un terme japonais qui veut dire tout simplement mourir au travail. Donc, c'est un phénomène qui était identifié au cours des années 70 après une constatation, une augmentation des décès chez les jeunes décideurs économiques. Donc, ils ont constaté que les jeunes, les cadres, qu'ils ont une forte responsabilité au travail, meurent. Donc, ils ont depuis lutté pour que la maladie soit officiellement reconnue comme maladie professionnelle indemnisable, c'est-à-dire que les ayants droit reçoivent une rente suite à ce drame. Donc, ça, c'est l'expression médiatique et sociologique. Mais sur le plan médical, le karoshi, c'est un décès causé par un stress chronique intense, causant un épuisement physiologique et des complications cardiovasculaires graves. Donc, c'est une pathologie professionnelle, médicale et systémique. Mais, est-ce que le karoshi, il est purement japonais? Bien sûr que non. Le karoshi, il est universel, mais il adopte plusieurs formes selon le contexte. Et ça va nous pousser à voir notre contexte à nous, le contexte marocain, c'est-à-dire le karoshi à la marocaine. Si on analyse ces deux réalités, on constate qu'on est devant deux réalités différentes pour un même mal universel. Au Japon, le karoshi, elle est reconnue officiellement en tant que maladie professionnelle. Elle est cadrée légalement avec des heures limites de travail ne pas dépasser 60 heures par semaine. Donc, et malheureusement, il est toujours présent parce qu'il est soutenu par la culture japonaise, la loyauté au travail. Donc, les Japonais, ils sont adeptes au travail. Donc, du coup, le karoshi, elle est toujours présent jusqu'à présent. Si on voit notre réalité marocaine, donc on parle souvent dans les expressions populaires, qahratni al-khidma, sakhfatni al-khidma, et voire même ghadi taqtni al-khidma, ce sont des expressions qui montrent qu'il y a une souffrance au travail. Mais lorsqu'on passe au niveau juridique et médical, on parle de burn-out ou d'épuisement professionnel et voire même des risques psychosociaux et qui sont non enregistrés sur les registres de déclaration des maladies professionnelles. Donc, elle reste invisible, mais elle est soutenue par une culture marocaine qui est le présentéisme. C'est quoi ce présentéisme? C'est-à-dire que le salarié doit être présent sur le lieu de travail, quelles que soient ses conditions physiques ou mentales, par crainte d'être sanctionné. Donc, c'est pas une culture, comme au Japon, la loyauté au travail. Mais, on a vu que le karoshi, il est invisible. Mais les chiffres montrent que nos cadres, y compris les médecins, vivent une épidémie cachée. Donc, il y a plus de 80% des cadres marocains qui étaient confrontés à un moment donné au cours de leur carrière à un burn-out ou être soit personnellement, soit via un proche. Et 44% des cadres présentaient des symptômes de déprime sévère. Et devant ces chiffres alarmants,
on constate que les stratégies de prise en charge au sein des entreprises, elle est minime. Ça dépasse même pas 29%. Donc, c'est quelque chose qui est dramatique parce que elle reste toujours invisible pour qu'elle soit prise en charge. Donc, les quatre principaux vecteurs de maintien de Karoshi, on a vu le burn-out, c'est quoi ça? C'est un stress chronique invisible qui va entraîner un arrêt cardiaque à la longue. Donc, le travail de nuit qui va entraîner une augmentation et une perturbation de rythme circadien et donc, elle va augmenter le risque coronarien. S'ajoute la sédentarité. Actuellement, la sédentarité, elle est considérée comme un nouveau tabac. Donc, elle est à la même hauteur que le tabac. Imaginons un salarié qui fume et il est sédentaire. Donc, elle va multiplier le risque. Et ça vient à la fin, une petite surcharge au travail, un conflit entre collègues qui va déclencher le drame et on va voir un effondrement cardiovasculaire. Donc, on doit voir les facteurs qui influencent ce Karoshi. Et le premier des facteurs, c'est le travail. Donc, le travail est désormais considéré comme un déterminant majeur de santé cardiovasculaire. C'est pour cela qu'il faut demander à nos patients qu'est-ce que vous faites comme profession. Donc, ça peut aider à faciliter le diagnostic et penser à une charge psychologique et mentale plus qu'à quelque chose d'organique. Donc, le tabac, il peut détruire donc l'architecture cardiovasculaire a de la même efficacité que les facteurs classiques, tabac, diabète, obésité. Donc c'est quelque chose sur quoi on doit insister au cours de notre consultation. Maintenant, le travail seul n'est pas le seul facteur qui va détruire et qui va aboutir au Karoshi. Il y a le stress. Donc, il faut savoir que notre cœur ne fait pas la distinction entre une charge psychologique chronique et un risque vital ou un danger vital. Donc, je pense cette partie, notre cher professeur Bayezid, elle a bien détaillé cette partie. Moi, je vais passer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire notre organisme? Donc, le cerveau va activer le système sympathique, lequel il va libérer de façon continue l'hormone de stress et l'hormone de stress va jouer son rôle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner une vasoconstriction responsable d'une hypertension artérielle et une inflammation chronique. Cette inflammation va entraîner et favoriser donc l'apparition des plaques d'athérome. Et à la fin, on va avoir des choses dramatiques, soit l'infarctus du myocarde, les AVC et le Karoshi. La santé mentale au travail, c'est l'actualité actuellement. On parle de la santé mentale au travail parce que on peut pas traiter que la personne, mais on doit voir le salarié dans l'enceinte de travail, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise. Donc, la santé mentale au travail, c'est un équilibre entre l'environnement de travail, c'est-à-dire les contraintes psychologiques sur le lieu de travail, les attitudes décisionnelles, c'est-à-dire la marge de liberté que le salarié peut avoir au travail, et le soutien social et surtout la reconnaissance. En contrepartie, les facteurs individuels, l'individu, sa compétence, ses compétences, le savoir-faire, ce style d'adaptation et bien sûr son état de santé initial. Et lorsqu'il y a une rupture entre ces deux composantes, ça va faire apparaître des affects négatifs et qui sont le stress, l'anxiété et la dépression. Mais il faut savoir que la santé mentale n'est pas une fragilité personnelle. C'est ça le problème, la stigmatisation. La santé mentale n'est pas une fragilité, mais c'est le résultat direct de l'organisation de travail. Lorsqu'on est dans une entreprise où il y a une très mauvaise organisation de travail, on va avoir des salariés qui vont développer le Karoshi. Pour mieux comprendre le mécanisme de stress, on a recours au modèle de Karasek. C'est quoi ce modèle? Le modèle de Karasek nous montre que le stress au travail ne dépend pas seulement de la charge, c'est-à-dire donc la charge au travail, le nombre des heures travaillées et tout, mais elle dépend de l'autonomie que le salarié peut avoir sur le lieu de travail et les exigences professionnelles qui sont les charges de travail. Et on constate que lorsque l'autonomie, elle est
Lorsque l'autonomie, elle est basse, avec une exigence professionnelle qui est très élevée, on tombe dans la zone de danger. Ce sont ces salariés, ces travailleurs qui vont développer plus des complications psychologiques, donc parce qu'il y a une cadence rapide et ils n'ont pas une marge de décision. Ils ne peuvent pas prendre des décisions au travail. Et vous allez me dire, est-ce que le Karoshi, il est à ce niveau? Donc, on va voir ensemble que le Karoshi ne se situe pas à ce niveau. Le profil de Monsieur Karoshi, donc il se situe là où il y a beaucoup d'autonomie et beaucoup d'exigences. Et c'est le cas des médecins, par exemple. Donc, ils ont une autonomie. Et en même temps, ils ont un travail chargé. Donc, c'est à ce niveau que va se déclarer le Karoshi parce qu'ils vont être victimes ou ils vont être prises par le piège de l'autonomie. Ils ont de l'autonomie, donc ils ont la prise des décisions, le travail il est valorisé, donc ils vont enchaîner des journées de travail, des journées longues de travail qui dépassent 60 heures par semaine et ça va entraîner une boucle d'engagement. Ils vont s'auto-investir, ils vont ignorer les signes physiques de leur corps et à un certain moment, ils vont se trouver affaiblis par un travail qui est très chargé. Donc, nous avons vu que le Karoshi, c'est un événement qui s'installe de façon progressive. Tout commence par un engagement intense, une loyauté extrême au travail, qui est suivie par une charge au travail. Donc, la personne se trouve valorisée par son travail. Donc, elle enchaîne des journées, des heures de travail prolongées. Ça va entraîner une ignorance progressive aux signaux que son corps dégage. Donc, son corps, il est en train de dégager des signes de faiblesse, mais lui, il s'en fout, il se rend même pas compte. Elle est à ce niveau, elle est fragilisée. Il suffit qu'un simple pression ou une charge provisoire, comme j'ai dit tout à l'heure, un simple conflit entre frères, elle va déclencher et va entraîner un effondrement cardiovasculaire mortel. Donc, on a vu que le Karoshi, c'est un élément progressif. Donc, elle s'installe de façon progressive, elle laisse apparaître avant-coureurs des signes qu'on doit chercher, nous les médecins. Donc, quels sont ces signes? Donc, on va voir quels sont les signes de faiblesse. Donc, des troubles de l'humour, donc l'irritabilité accrue. Donc, il faut demander aux salariés, le plus souvent nous, lorsqu'on est au sein des entreprises. Donc, entre parenthèses, malheureusement, la médecine de travail, elle est peu développée dans le secteur public. Donc, actuellement, on est en train de voir l'installation des unités de santé au travail au niveau des CHU, des délégations de la santé publique, mais c'est très restreint. La médecine de travail, elle est plus développée dans le secteur public, dans le secteur privé, pardon. Donc, la personne, elle développe des troubles de l'humour, donc style irritabilité accrue, donc des troubles comportementaux, isolement social, ou bien un trouble cognitif tel que difficulté de concentration, voire un état de survolte. Donc, bien sûr, elle va présenter des signes physiques tels que les troubles de sommeil, la fatigue, donc, et la douleur somatique multiple sans cause apparente. Donc, la question qu'on doit se poser tous actuellement, est-ce qu'on peut prévenir le Karoshi? Bien sûr, on peut prévenir le Karoshi puisqu'il s'installe de façon progressive. Donc, si on analyse cette courbe, on va voir que la charge mentale augmente en fonction de temps. Donc, toutefois, si on fait rien, peu à peu, on peut arriver à la zone de rupture, la zone de désengagement et de surcharge mentale. Le point le plus important, c'est le point de l'intersection. À ce niveau commencent à apparaître les signaux faibles qu'on a vus tout à l'heure. Et c'est à ce niveau que je dois réagir pour ramener mon travailleur vers la zone d'engagement durable. Donc, je dois anticiper. Et c'est ça le rôle de médecin de travail, c'est l'anticipation. Donc, on doit anticiper que mon travailleur ne tombe pas dans le Karoshi. Donc, la prévention, elle a plusieurs niveaux. Donc, le niveau international, tel que le modèle de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a également l'Organisation internationale de travail, l'OIT. Il y a l'ESO, on entend beaucoup parler de l'ESO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Ces organisations, donc, adhèrent
à la prévention et amélioration de la santé mentale au travail. Et aussi, on prend le modèle de l'OMS. Donc, elle commence par il faut éviter les risques. Donc, avant de les éviter, il faut les identifier, les connaître et après les éliminer. Il faut protéger et promouvoir la santé mentale au travail en commençant par lutter contre la stigmatisation. Donc, il faut soutenir nos collaborateurs. Les salariés qui ont un problème ou sont fragilisés, on doit les soutenir, on doit préparer leur retour au travail. Donc, le retour au travail doit être préparé et ça part sûrement par le médecin de travail. Et il faut assurer un environnement propice. Il faut engager la direction pour qu'ils puissent investir dans la santé et la santé mentale de leurs travailleurs. Et par rapport à nous, au Maroc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il faut savoir que le carrocher marocain, il est invisible. On a vu ça. Et le risque psychosocial demeure largement sous-estimé, sous-notifié, donc avec une culture d'entreprise moderne. Donc, une forte exigence de rentabilité couplée à une culture de présentéisme. Le cadre, donc, où là, le cadre légal marocain qui est le code de travail, donc, on trouve pas inscrit de façon claire les risques psychosociaux, mais la protection, elle est présente. Elle est présente parce que elle est basée sur 3 piliers, qui est le respect de la dignité des salariés, la lutte contre la violence et l'harcèlement et la présence de médecins de travail dans les entreprises ayant plus de 50 salariés. Donc, ça veut dire que la protection, elle est présente, mais elle reste insuffisante devant le travail moderne actuel et ses souffrances. Donc, on va enchaîner par le médecin de travail. Le médecin de travail, c'est le pivot de la prévention. Donc, il agit à l'interface entre l'employé, l'employeur et le cadre légal. Donc, elle a plusieurs rôles, rôles de surveillance de la santé des travailleurs par des visites médicales qu'il effectue au sein des entreprises. Donc, la prévention des risques physiques, donc tels que les accidents de travail, la mesure des nuisances et même les risques psychosociaux. Elle adapte les postes aux collaborateurs fragilisés. Elle a un rôle conseiller auprès de la direction et en même temps, elle a un rôle de contrôleur. C'est le médecin de travail qui a le droit de voir les salariés sur les sites de travail. Donc, il connaît aussi bien la personne que la tâche. Donc, mais il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre des médecins de travail, c'est très restreint. Et il y a plusieurs entreprises au Maroc qui ne se disposent pas d'un médecin de travail. Mais on a vu que le cadre légal, il est réduit, mais les entreprises innovantes n'attendent pas les articles de loi pour agir. On trouve actuellement des entreprises, surtout dans les grandes villes, Rabat et Casa, Marrakech, donc qui développent des structures et des stratégies très développées de prise en charge des salariés. On a la Soft Law Prevention qui est, donc, elle doit intégrer l'entreprise, elle doit intégrer et évaluer les risques psychosociaux à l'intérieur de l'entreprise. Parce que prévenir coûte moins cher que guérir. Donc, du coup, il y a également l'évaluation managériale, c'est-à-dire l'émergence de rôle de chef happiness officer. Ça, c'est le directeur de bonheur. Le directeur de bonheur. Qu'est-ce qu'il fait, ce directeur de bonheur? Vous avez cité tout à l'heure qu'il organise des voyages organisés entre collègues. Ils font des fêtes. Il peut même assurer donc la crèche pour les mamans nouvellement avec des enfants en bas âge pour qu'elles ne se stressent pas trop au travail. Dans ça, on le voit. Il y a même des salles de yoga, des salles de stress, mais on le voit dans les grandes villes. Donc, la médecine de travail, elle doit suivre. Donc, même le médecin de travail, il doit adopter une stratégie de production basée sur le bien-être psychologique des salariés. Donc, et il y a d'autres
méthodes de prévention telles que l'intelligence artificielle, le AI. Donc actuellement, on trouve que tous les médecins ont une montre intelligente. Donc du coup, cette montre connectée, elle va mesurer en continu le biomarqueur biologique de l'employeur et il va l'adresser après. Donc elle va après analyse à une protection médicale ciblée. Et quoi de neuf concernant la prévention au Maroc? Il faut savoir que à l'horizon de 2026, c'est-à-dire au cours de cette année, le gouvernement finalise la nouvelle norme marocaine de santé et sécurité au travail qui a changé le paradigme. Donc, on passe de la santé de médecine qui prévient les risques physiques, c'est-à-dire les accidents de travail, à une médecine basée sur la gestion proactive de la santé mentale. Donc, c'est quelque chose, le risque psychosocial commence à prendre ampleur donc au niveau de notre entreprise. Il y a également cette nouveauté qui est créée rien que en avril dernier, c'est la plateforme MH First. Cette plateforme, elle est lancée à Rabat et à Casa. C'est une plateforme structurée, un écosystème national dédié à la prévention, basé sur l'utilisation de la data et les neurosciences pour anticiper les signaux de fragilité et les crises qui le déclenchent. Donc, et pour finir, il faut savoir que le karoshi marocain n'a pas besoin de tuer des vies pour qu'elles soient reconnues par les médecins. On doit le chercher. On a des signes, on doit le chercher. Et la question qui se pose, est-ce que jusqu'au où un travailleur pour prouver sa performance au travail? Je pense que la vraie question qu'on doit se poser, jusqu'au où l'organisation de travail peut aller sans le briser. Et merci pour votre attention.